Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes lundi 6 juillet. Une petite nouvelle, un nouveau maire à Marseille, grâce à la bêtise de la droite qui ne veut pas s'allier au RN, et ben c'est la gauche qui passe, c'est comme d'habitude. Donc le printemps marseillais, une alliance écolo-gauchiste, représentée par Michèle Rubirola. Donc elle a pu compter sur le soutien de la sénatrice, la fameuse égérie des quartiers nord, Samia Ghali, qui représente sa communauté évidemment, et qui lui apporte quelques voix, quelques conseillers, et du coup, Michèle Rubirola devient maire de Marseille. Donc la droite a encore perdu une ville. Bien, mais il faut savoir quand même, plus belle la vie, Marseille, que cette personne a bénéficié de plusieurs congés maladie pour faire campagne pour la mairie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est salarié de l'assurance maladie, qui a obtenu un arrêt maladie de son employeur pour profiter donc d'un temps libre pour faire campagne et briguer la mairie d'une des 3 plus grandes villes de la France. Voilà, et évidemment, oui, ça vous semble pas plausible? Eh bien si, implausible n'est pas français. De nos jours, la maladie, si elle empêche de travailler, n'empêche pas de militer. Et après les révélations fracassantes sur les plus d'un an d'arrêt maladie de Assa Traoré, et ben en cette période d'élection municipale, c'est quelque part un cas de fraude potentielle du côté de la Canebière qui mérite d'être rappelé quand même. À Marseille, Michèle Rubirola, tête de liste du printemps marseillais, une coalition Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le PC et le PS, était arrivée première le soir du premier tour et donc est devenue maire. Elle a profité donc de ses arrêts maladie pour faire campagne. C'est ce qu'avait révélé un journaliste dans le journal Capital. Et il y a eu 3 arrêts maladie dont aurait bénéficié la candidate. Un premier du 25 octobre au 20 décembre 2019. Allez, je te mets déjà 2 mois. Le second du 20 décembre au 21 janvier 2020, encore un mois. Et ensuite, on se refait prescrire du 20 janvier au 20 mars. Oui. Voilà, donc même dans l'hypothèse, si vous voulez, où la case autorisant les sorties était bien cochée, il serait de toute manière strictement interdit d'exercer une activité de campagne électorale en période d'arrêt maladie. Certainement ayant peur d'être découverte, le 24 janvier, Michèle Rubirola envoie en catastrophe un email à son employeur, qui est l'assurance maladie, pour lui signaler qu'elle souhaite interrompre son arrêt maladie et ne plus percevoir d'indemnité au-delà du 21 janvier. Donc, étonnant, ce dernier arrêt maladie de 2 mois que la patiente considère caduque au bout d'un jour. À moins qu'il y ait eu un miracle et qu'elle se soit rendue à Lourdes durant le week-end pour en revenir guérie. Enfin, donc, vous voyez, les gens qui font des opérations main propre, qui se veulent laver plus blanc que les autres, et bien, en fin de compte, vous apercevez qu'ils ont fraudé l'assurance maladie pour faire campagne. Voilà. Comme quoi, ça commence déjà bien, avec des casseroles. On va revenir sur cette histoire de racisme, etc. Donc L'Oréal incarne vraiment la dégénérescence de notre société et l'hystérie générale autour de la question raciale. Les militants antiracistes de France réussissent l'exploit d'importer des États-Unis une idéologie contraire au bon sens, c'est-à-dire que tout devrait se voir à travers le prisme de la couleur de la peau. Non, moi, un citoyen, c'est un citoyen, quelle que soit la couleur de sa peau. Mais bon. Alors, je m'inspire j'avais vu quelque chose qui était assez intéressant d'un monsieur qui s'appelle Charles Sana sur un solacier, donc impertinent, si vous voulez. Et ça m'a inspiré pour cette chronique que vous allez voir. C'est très, très... très intéressant et très impertinent, voilà, c'est le cas de le dire. Ces derniers temps, dans ce monde totalement fou et qui ne répond qu'aux émotions les plus vives, des entreprises considèrent qu'il faut boycotter Facebook, par exemple, parce que ce réseau social ne lutterait pas suffisamment contre les propos racistes. Et pourtant, du coup, les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à retirer les budgets publicitaires confiés à Facebook, par exemple. Dans la folie actuelle, Coca, qui serait le parangon, l'exemple même de la vertu, bien évidemment, ne veut plus faire de publicité. L'Oréal supprime les mots blancs et blanchissants de ses produits. Nous sommes en plein délire. Le racisme, c'est quoi? Le Larousse nous le dit. C'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races,
C'est un comportement inspiré par cette idéologie, donc une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Un produit qui blanchit n'est pas raciste et ne postule aucunement à une hiérarchie entre les groupes humains où tel groupe serait supérieur à tel autre. Les lessives ne vont donc plus pouvoir laver plus blanc que blanc, et j'attends avec impatience les nouvelles publicités pour les lessives qui vont laver plus noir que noir. Peut-être que Laurent Blanc devrait s'appeler Michel Noir. Ah, d'ailleurs, les Mercedes en Formule 1 seront désormais noires pour la prochaine saison. Elle n'était pas blanche d'ailleurs, mais j'en déduis que toutes les voitures blanches de société sont racistes. Je rappelle quand même que Mercedes ne se gêne pas pour vendre des super grosses limousines à des rois du pétrole, d'Arabie, du Qatar, etc., des Émirats, des gens qui pratiquent quand même encore l'esclavage, et on vous fait une écurie de Formule 1 et on vous dit Black Lives Matter, et l'air de dire qu'elle met ses voitures, l'écurie met ses voitures noires par amitié envers les descendants d'esclaves, hein, mais ils ne se gênent pas pour fournir en bagnole les rois du pétrole qui, eux, ont des esclaves. Bien. Je suppose également que les jaunes d'œufs sont encore plus racistes que les blancs d'œufs sont encore plus racistes que les jaunes d'œufs. Voilà, hein. Nous nageons en pleine folie collective. Hein. Enfin, il y a des vraies questions quand même démocratiques. Hein. Personne n'a voté pour Coca-Cola, et le métier de Coca-Cola, c'est de vendre des sodas très chers, fabriqués en ponctionnant gratuitement dans les nappes phréatiques, et ces boissons sont généralement mauvaises pour la santé. Donc, quand on parle de responsabilité sociale pour Coca-Cola, Coca-Cola peut repasser, hein, mais ce n'étouffe pas son management de s'acheter des vertus à bon compte en parlant de la publicité, de la lutte contre le racisme. Donc Coca va donc lutter contre le racisme en retirant ses budgets publicités à Facebook et en exigeant que le réseau de Mark Zuckerberg mette en place une véritable police privée de la pensée. Mais qui peut s'arroger le droit de savoir ce que l'on a le droit de penser ou de dire ? Ne vous méprenez pas, mais vous me connaissez, je ne justifie en aucun cas, je ne justifie aucun propos haineux, abject ou débile. S'ils sont haineux, abjects et débiles et que l'on ne construit rien en étant haineux, abject et débile, il y a des choses simples à comprendre. Celui qui écrit une insulte raciste du type sale, admettons sale noir ou sale blanc, sait très bien qu'il écrit un propos raciste. Celui qui le lit sait que c'est raciste, et celui qui doit éventuellement le modérer et le censurer sait aussi que c'est raciste. Tous les jours, ce type de message est posté dans les commentaires et ils ne sont évidemment jamais publiés. Le problème, c'est tout le reste. Ça, c'est trop simple. Les entreprises n'ont pas à se mêler du débat politique public. Vous avez là un conflit d'intérêts objectivement monumental. Les entreprises privées sont là pour délivrer de la valeur à leurs actionnaires. Elles ne sont pas là pour définir le bien ou le mal. Elles sont là pour vendre des produits. En cette période de pandémie, imaginez une seule fois qu'on laisse aux laboratoires pharmaceutiques le droit de décider des traitements à donner aux malades. Déjà qu'ils ne se gênent pas pour forcer la main pour qu'on achète leurs produits, donc vous imaginez la dérive. Donc, aujourd'hui, nous parlons des racismes, mais plus généralement, c'était le sens de cette fameuse loi Avia, des produits dits haineux, ce qui ne veut strictement rien dire. Donc, du moment que vous êtes en désaccord avec moi, vous pensez que mes propos sont haineux. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. On n'est pas un peu libre, un peu libre, comme on n'est pas un peu mort, ou un peu vivant, ou un peu enceinte. On l'est ou on ne l'est pas. Bon, si on est libre, si on a la liberté d'expression, eh ben on s'exprime. On s'exprime poliment, mais voilà, la liberté de penser, d'exprimer sa pensée est une liberté fondamentale. C'est une garantie essentielle, comme toutes les autres libertés. La liberté de penser et d'exprimer, ce n'est pas une petite liberté, elle est la liberté même et la liberté mère de toutes les libertés. Si vous ne pensez pas avoir de liberté de penser et d'exprimer, vous n'aurez aucune liberté religieuse, par exemple. Si vous ne pouvez pas avoir la liberté de penser, vous n'aurez aucune liberté syndicale, puisque cela interdit tout débat, toute possibilité de diffusion d'un message social, par exemple. Si vous ne pouvez pas avoir de liberté de penser, vous n'aurez pas la liberté politique, puisqu'évidemment, vous ne penserez pas comme le politburo de Coca-Cola qui a décidé ce que vous deviez penser. Si vous ne pouvez pas avoir de liberté de penser, vous n'aurez plus la possibilité de contester, de manifester ou de râler
Ce que j'adore faire d'ailleurs. Quel noble métier. Bref, vous avez compris, inutile de continuer cette longue litanie d'exemples. Nous sommes dans un monde de plus en plus étouffant, où des groupes de gens s'octroient le droit de penser ce que les autres doivent penser et peuvent s'exprimer. Voyez où on a la liberté de penser et de s'exprimer, même pour dire des âneries, des imbécilités, même pour les crétins et autres abrutis, puisque on sera toujours le crétin de quelqu'un. Cela ne doit pas se discuter, ce qui donne lieu à des discussions d'ailleurs depuis fort longtemps. Voltaire disait déjà en son temps « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Tous ceux qui veulent lutter contre le racisme ne doivent pas oublier que cela ne doit jamais se faire au détriment de la liberté, car au fond, l'esclavagisme n'était rien d'autre qu'une privation organisée et systématique de la liberté des esclaves. Les différences de couleur de peau servant à justifier l'acte de privation de liberté, et encore, je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup d'esclaves blancs dans les plantations de coton en Virginie au départ, dont certains venaient d'Irlande. J'y reviendrai un de ces jours. Voilà, donc évidemment, nous vivons dans un monde d'abrutis, d'incultes, stupides, qui s'expriment par onomatopée, par émoticône, et ma foi, effectivement, plein, nous en avons plein. Ras-le-bol. Bien, alors, tiens, un truc sympa, 24 juin, mercredi 24 juin, des émeutes en Angleterre. Alors bon, évidemment, peu de gens en ont parlé, mais bon, c'est un petit peu ce qu'on aura de plus en plus, hein, je pense, encouragé par le laxisme des gouvernements. On le voyait d'ailleurs sur la fameuse chaîne, je vous ai déjà parlé, Sky News, qui est un journal média officiel de propagande britannique, des incidents avec la police, avec des milliers de personnes qui avaient envahi plusieurs rues et places de Brixton, un charmant quartier au sud de Londres, enfin, qu'on peut appeler maintenant Londonistan. 22 policiers blessés, 2 hospitalisés dans un état grave, une dizaine, voire une quinzaine de voitures de police détruites par le feu ou à coups de barres de fer ou de bâtons en bois improvisés, sans compter le mobilier urbain et autres arrêts de bus brûlés, caillassés, brisés, enfin bon. Donc il semblerait qu'il y ait eu une intervention fort malvenue de la police sur un rassemblement pacifique de personnes qui fêtaient en musique à fond et dansaient dans la rue. Voilà, ce déconfinement a provoqué de graves incidents avec la police. Oui, car la police est coupable et responsable de ces malheureux événements. Et oui, et les blessés, voitures brûlées et défoncées, les a bien mérités. Hein. Oui, car en fin de compte, c'est l'expression d'une justice populaire, anarchique et spontanée. Vous n'êtes pas d'accord ? Qu'est-ce que Brixton, en fin de compte ? On va rétablir la vérité. Premièrement, Brixton, c'est la Little Africa du Londonistan, une population exclusivement noire, d'origine variée, Caraïbes, Jamaïque, Belize, ancienne colonie anglaise, mais aussi Haïti, ancienne colonie française, etc. etc. Et donc, c'est quand même très très particulier. Des vidéos ont été mises en ligne, mais on ne voyait pas vraiment l'origine ethnique des délinquants qui s'en prennent aux flics et à leurs véhicules. Vous voyez, voilà, on met pas on ne met pas, comment dire, vraiment les points sur les i. Et voilà, c'est une émeute, mais on ne dit pas qu'en fin de compte, c'est une émeute d'un quartier qui est vraiment très très sensible et très très racialisé, si on peut dire, parce que c'est le terme à la mode. Hein, voilà. Oui, alors, en fin de compte, on vous montre des rastas très cool qui sont en train qui ont dû fumer un gros pétard juste avant, avec des magnifiques dreadlocks à la rasta bien huileuse, qui nous expliquent dans un anglais petit nègre que tout se passait bien, on s'amusait calmement, et puis la police est arrivée, et on nous a dit de rentrer chez nous, les attroupements de rue étaient interdits. Alors, le témoin jamaïcain, caribéen, explique que la police oui, c'est très particulier, a essayé de faire respecter leur loi. Il dit bien en VO, en version originale, their law. Et parce que la police a voulu faire respecter
sa loi, les gens se sont énervés. Oui, car clairement, les lois des pays d'accueil des migrants ne les concernent pas. Ils peuvent donc les enfreindre allègrement puisque ce ne sont pas leurs lois. Proxénétisme, trafic de drogue, viol avec violence, meurtre, vol avec sous la menace, menace de mort, extorsion de fonds, racket, recel, vente illégale du butin des vols, tout est permis, c'est open bar. Donc ces gens sont interloqués, désagréablement surpris et scandalisés quand la police ose les interpeller pour l'un ou l'autre de leurs nombreux méfaits. Parce que ce n'est pas leur loi, c'est la loi des Anglais. Mais eux s'estiment en dehors. Voilà. Alors maintenant, on a une chape de plomb de repentance, de culpabilisation, de honte qui s'est abattue sur nos gouvernements qui sont lâches, mondialistes, émigrationnistes. Et la police est désormais pieds et poings liés. Sauf quand il faut taper sur des blancs, sur des travailleurs licenciés, sur le service hospitalier ou sur les gilets jaunes. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour les autres couches de la population, il faut prendre des baguettes. Hein. Surtout pas de baguettes d'ailleurs, il ne faut rien faire du tout. Donc en fin de compte, c'est open bar. Hein. C'est open bar pour les manifestants qu'on va qualifier de couleur, racialisés si vous voulez. C'est même plus... c'est carrément l'hôtel qui est open, femmes de chambre et standardistes comprises. Ils ont le droit de tout faire et si on veut simplement les arrêter parce qu'ils sont en contravention, en contradiction avec la loi, eh ben, automatiquement, c'est un acte raciste de la police. Vous voyez où on va. Après, vous comprenez bien le sens de mon propos, hein, mais c'est la bêtise de ce qui se passe actuellement. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, tout marche pour eux, hein, ils feront comme ils veulent. Dans notre pays, ils feront comme ils veulent. Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fin de compte, dites-vous bien, j'avais lu quelques mots d'un avocat, maître Sidney Touati, qui nous expliquait, je vais reprendre l'appellation, les Français de souche deviennent chaque jour davantage les Juifs de la République, c'est-à-dire des gens victimes d'une discrimination négative, des exclus, des parias. Jadis, les Juifs étaient tolérés par les princes parce qu'ils étaient soumis à des impôts et taxes très lourds, quand ils n'étaient pas purement et simplement spoliés, dépossédés de tous leurs biens. D'accord ? N'est-ce pas le sort du Français de souche d'aujourd'hui, y compris les Juifs d'ailleurs? Les Français de souche ne sont-ils pas soumis à des prélèvements obligatoires qui les appauvrissent? Ces prélèvements sont de plus en plus importants, parce qu'ils ont la chance d'avoir du travail, pour certains. Cela les ruine et contraignent même des Français à s'exiler, parce qu'ils ne supportent plus ça. La pression fiscale et les mauvais traitements n'étant plus supportables, effectivement. Lorsque la pratique de leur tradition était contestée, que faisaient les Juifs? Ils fuyaient vers des cieux plus cléments. Les Français de souche ne sont-ils pas confrontés à une mise en cause de leur tradition séculaire? Lorsque la pratique, par exemple, d'une fête comme Noël est contestée, ne vit-il pas dans une situation comparable à celle des Juifs dont les synagogues à l'époque étaient fermées? Et quelque part, systématiquement, vous êtes blanc, vous vous défendez votre bien, vous osez tirer avec du gros sel sur des cambrioleurs quand vous êtes cambriolé pour la 3e ou 4e fois en un mois ou voire en une semaine. Ouh là là, vous avez fait un acte raciste, vous avez tiré sur un cambrioleur qui était d'origine étrangère, parfois européenne, et c'est très très grave. Mais les autres, ils étaient voleurs, mais parce qu'ils n'ont rien à manger. Et donc, voilà, c'est normal qu'ils viennent voler chez vous. Hein. Voilà. Bon, enfin bon, on est très mal barré. Et je vous dis, et quand je vois ce qui se passe à Marseille, que l'union des droites ne peut toujours pas se faire, qui préfère donner les clés de la ville. Ah oui, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la maire de Marseille? Marseille appartient aux gens qui viennent du large, quelque chose comme ça. Donc ça dit bien que la loi, elle sera faite pour les populations qui s'y sont installées il y a quelques dizaines d'années, et non plus pour les Marseillais d'origine. Bien, vous avez entendu parler, je vais parler d'un monsieur que tout le monde connaît. Vous êtes aperçu qu'il y avait eu des histoires de grève avec BFM
et puis certains médias qui appartenaient au groupe. Donc Patrick Drahi, vous connaissez sûrement, qui est le patron de Numéricable, et qui avait racheté SFR en 2014 avec le soutien d'Emmanuel Macron. Il a donc RMC, l'Express, Libération. Et plusieurs révélations mettent en lumière ces pratiques frauduleuses de ce financier israélien, qu'on peut dire. En 2016, avec son ami Alain Veil, ancien propriétaire de BFM TV et des RMC, il avait racheté 4 immeubles d'affaires Porte-Ballard dans le 15e arrondissement de Paris pour 846 millions d'euros. Quelques mois plus tard, il en revend 49% de ces immeubles pour 1,15 milliard. Donc il fait 300 millions de plus-value sur la moitié. Ouh là là, un génie des affaires, ce monsieur Drahi. Mais évidemment, il y a un truc. Drahi avait déménagé les salariés de son groupe dans ses immeubles. Ceux de SFR, de Numéricable, de Libération, de l'Express, le siège du groupe, la holding, etc. Mais il faisait payer à ces sociétés le prix fort au niveau du loyer, soit 540 € le mètre carré contre une moyenne de 420 € le mètre carré dans le quartier. Et en plus, avec un bail des baux de 12 ans qui évidemment sécurise un futur acquéreur. Donc, il oblige ces sociétés à venir s'installer dans des immeubles qui appartiennent à une autre société, à lui en propre, enfin bon, à une SCI immobilière, quelque chose comme ça. Et donc, en taxant ainsi ces sociétés, Drahi a ainsi gonflé artificiellement la valeur des immeubles qu'il a acquis en propre. Voilà, c'est un tour de passe-passe. Donc c'est pratiquement un abus de biens sociaux caractérisés. On profite de sa situation pour saigner une société au profit de son patrimoine personnel. Car le groupe de Patrick Drahi est depuis des années en grande difficulté. Son endettement dépasse les 45 milliards d'euros. Les pertes se sont accumulées durant des années jusqu'à 1,5 milliard en 2016. Pour tenir debout, Drahi a ainsi pratiqué des plans de licenciement drastiques. Plus de 6500 salariés licenciés quelques mois après le rachat de SFR, rappelez-vous. Ce sont le tiers des salariés de Libération qui sont poussés vers la sortie, et l'Express aussi va être purgé. Donc, pendant ce temps, Patrick Drahi, lui, laisse les loyers de ses entreprises flamber. Normal, c'est lui qui encaisse en personne ces loyers. Ce qui lui permet de se forger un splendide patrimoine immobilier, villa de luxe à Colonie en Suisse, un chalet à Zermatt, toujours en Suisse. Drahi aime le grand air de la montagne, mais il adore aussi la mer. Certaines de ses sociétés sont localisées à Guernesey, une île anglaise au large de la Normandie, et connue pour être un paradis fiscal. D'ailleurs, Drahi n'installe ses sièges que dans les paradis fiscaux, holding en Hollande, cascade de sociétés à Luxembourg, car mieux vaut éviter le fisc français. Et pour le cas où Drahi serait poursuivi, tout est prévu. Il a la nationalité israélienne, pour laquelle il a opté il y a quelques années, donc ça le protège de toute demande d'extradition, car il a quand même près de 50 milliards d'euros de dettes pour à peine 10 milliards d'actifs. Il est en réalité en situation de banqueroute virtuelle. Il tient, grâce à des moratoires qu'il a obtenus des banques, un report des échéances à 2022-2023. Mais un jour, il va quand même falloir payer. Il a tout acheté à crédit. Voilà. Et il est aussi aidé par son ami Macron, qui était à l'époque ministre des Finances en 2014, qui a décidé de s'appuyer sur le groupe de médias de Drahi, contre celui de Bouygues d'ailleurs, au moment du rachat de SFR. Donc on peut en déduire évidemment des choses assez évidentes. Drahi ne cherche pas à développer ses activités en France, c'est un prédateur qui s'attaque à des proies fragilisées, les paye avec de la dette cumulée, les démembre à son profit et les maintient en survie en menaçant les banques de non-paiement et aussi en s'adjugeant le soutien du pouvoir politique ce pouvoir politique, évidemment, est très très sensible à l'influence des journaux, télé, radio, etc. Et donc, sur l'ensemble du groupe, on peut faire vraiment de la com pour Macron et Brigitte. Rappelez-vous toutes les couvertures de journaux télévisés et de magazines qu'on a eu en 2017. C'était un truc d'incroyable. Incroyable. Donc, le seul but de Patrick Drahi, c'est d'utiliser les sociétés à son seul profit personnel, ce qui révèle franchement des fautes graves de gestion. Mais ce n'est pas notre gouvernement, bien sûr, pour établir la justice contre, quelque part, son principal complice, complice de son accès au pouvoir. Rien n'est moins sûr, sans la propagande de BFM TV, de RMC, nul doute, et des magazines.
que l'image de Macron et du gouvernement prendrait un sacré coup. Hein. Donc, que valent quelques milliers de salariés licenciés, quelques milliards d'impôts qui échappent aux caisses de l'État, parce que ce sont tous des entreprises dont les holdings sont dans les paradis fiscaux. Mais en fin de compte, comme vous pouvez le voir, l'État s'en fout, parce que c'est leur complice. Parce que Drahi a aidé Macron à prendre le pouvoir. Donc on ferme les yeux. Voilà. Évidemment, vous, si vous trichez, on va venir vous chercher, bien entendu. Mais Drahi, c'est un copain Macron. C'est intouchable. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut licencier autant de personnes. Voilà. Bon, mais écoutez, on va continuer. Je parlerai du gouvernement, de nouveaux premiers ministres, certainement demain, après-demain. Là aussi, quand vous allez savoir sur le Premier ministre, notre nouveau Premier ministre à l'accent des Pyrénées-Orientales, là, ce qu'il a fait pour les hôpitaux, allez, j'y reviendrai très prochainement. En tous les cas, merci, partagez. J'espère que vous avez apporté quelques petits éléments d'information pour améliorer votre opinion, si cela en était besoin. Voilà. Écoutez, on va aller travailler maintenant, hein, d'accord? Parce que bon, il y a quand même des gens qui bossent. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, partagez un maximum, s'il vous plaît. Et puis, eh bien allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à très bientôt. Au revoir.